Bonjour à toi et bienvenue à la 7e vidéo de cette série consacrée à la mécanique du point matériel. Nous sommes à la 6e vidéo de la série de la cinématique du point matériel. Aujourd'hui, on verra la notion de mouvement circulaire, où on analysera tout ce qui est mouvement circulaire uniforme, les mouvements circulaires généralisés et leur lien avec la base de Freinet. On verra également les mouvements circulaires uniformément variés et finir avec les mouvements circulaires sinusoïdaux. Pour commencer, c'est quoi un mouvement circulaire? Bon, comme la vidéo précédente, un mouvement circulaire ici fait juste recours à la nature géométrique de la trajectoire. Donc ici, il va juste falloir retenir que la trajectoire n'est rien d'autre qu'un arc de cercle ou un cercle. Un arc de cercle ou un cercle. Donc ça, c'est la trajectoire de tout mouvement circulaire. Maintenant, les mouvements circulaires uniformes. Lorsque le mouvement est circulaire uniforme, il va juste falloir le caractériser par déjà sa trajectoire, qui est soit un arc de cercle, soit un cercle, et également en termes de vitesse, parce qu'ici on va parler, bon, pas de vitesse, disons d'abord le vecteur position qui lui ne sera rien d'autre que R, E, R. Et maintenant, vous voyez qu'ici, si nous sommes dans un cercle là, de rayon R bien sûr, si on matérialise ceci, on a le vecteur ER qui est là, OM, mon vecteur OM n'est rien d'autre que R porté par ER, et mon point M est mobile sur toute la périphérie de ce cercle. Donc on aura bien sûr le vecteur vitesse, qui ne sera rien d'autre que la dérivée de OM par rapport au temps, c'est-à-dire R fois la dérivée de ER par rapport au temps. Or, on connaît déjà la dérivée de ER par rapport au temps. Ceci ne sera rien d'autre que R θ point porté par E θ. La particularité ici dans les mouvements circulaires uniformes, c'est que ce terme, qui est la vitesse angulaire, θ point qui est la vitesse angulaire, ne sera tout simplement une constante. Donc ceci ne sera qu'une constante. C'est pour ça que pour caractériser ceci, on va aller de cette expression et revenir au fait que la vitesse ne sera rien d'autre que R θ point porté par E θ, ou encore simplement V0 porté par E θ. Donc, on va appeler V0 qui sera mon R θ point. C'est ça qui est à peu près comme comment dire, ma constante que j'appelle V0, c'est ça qui est R θ point. Et θ point qui est ma vitesse angulaire est simplement constante. Donc, c'est ça qui caractérise les mouvements circulaires uniformes. Maintenant, si on essaye de regarder ce qu'il en est de l'accélération, dans ce cas, l'accélération, qui n'est rien d'autre que la variation temporelle de mon vecteur vitesse, sera vue comme étant R. Bon, θ point, vu que θ point est déjà constant, ça veut dire qu'on ne peut plus dériver cela, parce que la dérivée de θ point par rapport au temps sera nulle. C'est pour ça qu'on va se concentrer uniquement à dériver Eθ. Et on sait que là, bon, c'est pour ça qu'on aura en fait R θ point dérivé de Eθ par rapport au temps. Et comme nous savons que ceci n'est rien d'autre que moins θ point porté par ER, on aura donc notre accélération qui sera égale à moins R θ point carré porté par ER. Donc ça, c'est une accélération qui est radiale, centripète. Oui, radiale et centripète. Donc nous avons là notre accélération dans le cadre des mouvements circulaires uniformes. Mais si on voit dans le sens général, comme j'ai bien précisé là, mouvements circulaires généraux, on va voir en fait que ça peut arriver pour un mouvement circulaire quelconque que θ point soit une fonction du temps. Et dans ce cas, on reste toujours avec cette expression où on a V qui est égal à R θ point Eθ, mais la dérivée ici, pour l'accélération, on aura R θ point porté par E θ moins R θ point carré porté par ER. Et ici, si on vient dans cette expression, on cherche la norme du vecteur vitesse, on va se rendre compte que c'est R θ point simplement parce que Eθ
est un vecteur unitaire. Ça veut dire que la dérivée de mon vecteur, du module de mon vecteur vitesse, ne sera rien d'autre que r θ point point. Donc ceci peut encore s'écrire comme étant r dérivée de v par rapport au temps porté par Eθ moins r θ point carré porté par ER. On peut encore voir θ point carré comme étant, si on vient là, on aura simplement V qui est R θ point, ça veut dire que θ point c'est V sur R. Donc θ point carré, V carré sur R carré, R θ point carré ne sera que V carré sur R. Donc je peux encore remplacer ceci par V carré sur R. Où V c'est tout simplement la norme de mon vecteur vitesse. Donc là vous avez l'accélération qui se décompose en deux composants, une suivant Eθ, une suivant ER. Et ce qui est analogue à ce qu'on avait vu dans le cadre du système de coordonnées, dans le cadre de la base de Freinet, où on avait A, qui est simplement un A tangentiel porté par T, plus un A normal porté par N. Où là, A tangentiel, c'était la dérivée de V par rapport au temps, et A normal, c'était simplement V carré sur R. Donc vous voyez ici que moins ER peut être représenté par N et Eθ porté par T. Donc c'est un peu la similarité qu'il y a avec la base de Freinet. Et comme petite astuce également que je voulais vous montrer par rapport à la base de Freinet, très souvent il vous sera demandé de déterminer par exemple les expressions des vecteurs T, N et B. Ça va très souvent arriver dans des exercices de cinématique du plan matériel. Rappelez-vous simplement que A, bon, allons d'abord de V. V, c'est V porté par T. Et A, c'est un AT porté par T plus un AN porté par N. Alors, pour avoir T, tout est simple. T ne sera rien d'autre que V divisé par la norme de V. Maintenant, si vous voulez avoir N, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ou bien on peut vous demander AN, on peut vous demander AT. Donc, vous pouvez utiliser la relation A, que vous avez peut-être déterminée à partir d'une loi horaire. Ce A, vous le connaissez peut-être, donc vous pouvez avoir A carré qui sera AT carré plus AN carré. Vous savez que AT, c'est dV sur dt. Donc vous avez déjà par exemple déterminé V. Vous pouvez calculer sa norme et la dérivée par rapport au temps pour avoir AT. Ceci vous permettra d'avoir AN qui n'est rien d'autre que la racine de A carré moins AT carré. Ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Et à partir de ceci, vous pouvez également déduire le rayon de courbure. Vous savez que AN, c'est V carré sur R. Donc R ne sera rien d'autre que V carré sur AN, que vous avez préalablement déterminé là. Donc ce sont des petites astuces qui peuvent également intervenir de temps en temps. Une fois que vous avez T par exemple, une fois que vous avez T, vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez T, vous pouvez avoir AN porté par N qui est égal. Une fois que vous avez par exemple toutes ces informations, vous pouvez dire que AN porté par N est égal à A moins AT porté par T. Et à partir de ceci, vous pouvez déduire N tout simplement parce que vous connaissez déjà AN. Donc là, vous déduisez N. S'il faut avoir B, vous vous rappelez juste que TNB, c'est une base directe. Ça veut dire que B, c'est tout simplement T vectoriel N. Donc ça, ce sont des petites astuces qui peuvent intervenir dans la résolution de certains exercices qui font intervenir la base de Freinet. Juste une façon de les manipuler. Maintenant, voyons ce qu'il en est des mouvements circulaires uniformément variés. Alors, tout comme on a vu dans la vidéo précédente, pour les mouvements circulaires uniformément variés, bon, pour les mouvements rectilignes uniformément variés, on a dit que c'était l'accélération, le vecteur accélération qui était constant. Ici, vu que notre trajectoire est un arc de cercle, on va plutôt déduire cela à partir d'une autre donnée, qui sera
non plus une accélération rectiligne, mais on va dire une accélération angulaire. C'est pour ça que pour des mouvements circulaires uniformément variés, on va simplement dire que θ point, que l'accélération angulaire est une constante. Tout simplement. Ceci va revenir à dire que θ point, c'est encore l'intégrale, qui est l'intégrale de θ point dt sera égal à θ point porté par t plus une constante que je vais mettre θ point 0. Et θ de t sera tout simplement 1 demi de θ point t carré plus θ point 0 t plus un θ 0. Et vous allez voir dans certains documents, on va vous donner cette relation. On va vous dire θ point carré moins θ point 0 carré égale à 2 θ point facteur de θ moins θ 0. C'est quelque chose, une relation qui peut vous aider dans certains exercices. Par exemple, vous souhaitez connaître θ point à un instant quelconque et vous connaissez déjà la nature de votre mouvement. Vous pouvez utiliser les données initiales et θ point pour déterminer par exemple les θ point à un instant donné. Donc ici, pour l'avoir, c'est simple. Vous avez θ point qui vaut ceci, vous avez θ qui vaut ça, vous avez θ point qui est constant. Donc qu'est-ce que vous faites? On va créer ce terme. Si je viens là, j'écris θ moins θ 0, donc j'envoie celui-ci là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 demi de θ point t carré plus le θ point 0 t. Si je multiplie par 2, ceci part, et là, je reste avec un 2. Donc j'ai 2 θ point 0 là. Là, j'ai plus rien. Maintenant, il va falloir créer quelque chose de ce côté. Maintenant, j'ai du t carré. Je sais que le t carré, je le vois là. Maintenant, pour créer le θ point carré, je peux venir dans cette relation. Dans celle-ci, θ point au carré ne sera rien d'autre que ce terme au carré, c'est-à-dire θ point carré, t carré, plus θ point 0 carré, plus 2 fois θ point 0 t. Et ici, je vois bel et bien que θ point carré, si j'enlève le θ point 0, moins θ point 0 au carré, sera égal à quoi? θ point carré, t carré, plus 2 θ point 0 t. Et là, je peux mettre θ point en facteur, je reste avec θ point t carré, plus 2 θ point 0 t. Et ceci, c'est encore tout simplement 2 facteurs de θ moins θ 0. Donc, à partir de tout ceci, je démontre bel et bien que θ point carré moins θ point 0 au carré sera tout simplement 2 θ point facteur de θ moins θ 0. Donc, ceci, ça peut également vous aider. Un tel raisonnement est également possible dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés. Donc maintenant, pour les mouvements circulaires sinusoïdaux, comme je vais parler tout à l'heure, en fait, c'est l'exemple précis du pendule simple. Donc là, vu qu'on essaye de qualifier le mouvement par les données angulaires, dans le cadre du mouvement circulaire sinusoïdal, on aura θ de t qui sera simplement donné sous la forme θ max cosinus de oméga t plus phi. Et lorsqu'on va dériver, on va se rendre compte qu'en fait, θ point plus, bon, s'il appelle oméga 0 carré θ sera simplement égal à 0. Parce que là, si vous trouvez θ point, ce sera du moins θ max oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Et là, ça vous fait juste du cos avec oméga t plus pi sur 2, ainsi de suite. Si vous revenez encore, vous aurez donc θ point qui est θ max. Donc oui, là j'ai cosinus, ça fait θ max oméga 0 carré. Ouais. Oui, il y a toujours le moins.
Parce que là, ça fait juste ça. Et j'ai cos oméga 0t plus phi. Donc, vous voyez que c'est bien du moins oméga 0 carré. Et θ max cos de ceci, c'est juste θ. Donc, j'ai θ point plus oméga 0 carré θ égale 0. Exactement comme le cas du pendule simple qui va osciller en formant un arc de cercle avec un θ qui varie au cours du temps, ainsi de suite. Donc, ce sera tout pour les mouvements circulaires. Je voulais vraiment également vous faire part de cette petite propriété qui peut y avoir avec la base de Freinet, la similarité avec la base de Freinet. Cette formule également qui peut être intéressante et qui peut se retrouver également dans le cadre des mouvements rectilignes uniformément variés. Donc, ce sera tout pour la vidéo et j'espère vous revoir à la huitième vidéo, mais je pense que c'est fini pour la partie cinématique du point matériel. Donc maintenant, on va se lancer dans plein d'exercices et essayer de voir le plus qu'on peut avec avant d'entamer les changements de référentiel et tout ce qui est dynamique du point matériel et finir avec la partie énergétique. Donc, à vous revoir et ciao, ciao, bye bye.